World Talk, nouveau numéro ce soir, spécial numéro encore une fois, comme j'ai l'habitude de dire. On va aller surfer dans les vagues un petit peu de Maui, d'Hawaï. On va parler un petit peu de la Nouvelle-Calédonie. On va surtout parler de windsurf. J'ai le plaisir ce soir de recevoir Sarah Hauser. Salut Sarah, comment ça va? Super, ça va super, Greg. Je suis contente d'être là avec toi. Ça va être une bonne conversation, je pense. Super content de t'avoir. Je vais te présenter rapidement. Si j'oublie des trois trucs, tu rentres dans le, tu m'interromps, puis tu en rajoutes, on en enlève, parce que je vais peut-être Ok. avoir tendance à en rajouter. Alors Sarah, tu as été 3 fois meilleure windsurfeuse au monde. Est-ce que je me trompe? Je pense que ce que tu veux dire, c'est que j'ai gagné l'International Windsurfing Tour. L'International Windsurfing Tour, donc en 2015, 2016 et 18. 2017, 18, 2018. 18, yeah. 2018, c'est ça. Donc, on peut dire que tu es une des meilleures windsurfeuses au monde, que tu as quand même pas mal roulé ta bosse sur le circuit, que ça fait quelques années, donc depuis 2012 officiellement, ou 2011, que tu as commencé à essayer de vivre ton rêve euh, aux États-Unis. Donc, c'est ça, si je suis un petit C'est à peu dans peu les près bonnes dates. ça, ouais. C'est-à-dire que 2012, il y a eu un événement important dans ma vie qui a fait On va que en j'ai parler. changé de chemin. Ok. Voilà. Bon, c'est un petit peu ça. Donc, en fait, tu es une passionnée de surf, une championne de surf, la meilleure windsurfeuse française officiellement, avant qu'il y ait je l'ai manqué ou je ne l'ai pas vu, mais je pense que c'est bien toi. Hein, on peut dire, on peut dire ça comme ça. Merci. Alors, Ouais, j'aimerais bon, il y a ça. des gens qui vont peut-être. Il y a des disciplines, il y a des choses comme ça, des petites nuances. Donc, voilà, je veux juste te dire, je suis d'accord qu'il y ait des nuances. On va dire que tu es humble, c'est bien, j'aime ça. Et puis, une autre de tes particularités, c'est que tu fais partie de ces rares femmes qui ont eu la chance de, pas de surfer, on va dire de windsurfer. Jaws, cette fameuse vague monstrueuse dont tout le monde a quasi peur, sauf vous, les tarés de la planche, là. Ah si, on a peur, hein, je veux dire, on a peur. Donc, plus vers la fin de l'épisode, on va revenir un petit peu plus sur ça, mettre un peu nos auditeurs en attente. Mais on va commencer tout de suite, puis entrer dans le vif du sujet. Toi, ta passion, ton amour pour ta discipline, ça commence comment? C'est vraiment important pour moi de savoir ça. Alors, j'ai eu la chance d'être la fille d'un papa qui était passionné par la mer, l'océan, et pas juste pour le sport, mais vraiment pour la relation presque spirituelle qu'on a avec la nature. Il y avait quelque chose de magique qu'il a inculqué à moi et mes frères dès qu'on était tout petits. Et on a appris à faire du windsurf quand on était ado. Mais c'est à l'âge de 15 ans qu'un ami m'a emmené sur les vagues du récif de Nouvelle-Calédonie. Et là, j'ai ridé mes premières vagues en windsurf. Et avant ça, j'aimais bien, je trouvais ça rigolo, je le faisais avec mes potes et tout. Mais quand j'ai ridé ma première vague, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait vraiment ce sentiment de bah, plus rien ne compte, quoi. Plus rien n'est important, vraiment. Mes problèmes ou les choses bien dans ma vie, là, tout ce qui est important, c'est que je suis là maintenant et que je suis en train de faire ça, que je suis en train de glisser sur une surface d'eau translucide et que je suis en train de jouer, de danser avec cette vague, de deviner ce qui va se passer. Et puis quand ça se passe bien, c'est comme si c'était magique parce que tu ressens en fait la glisse comme si c'était le timing parfait. Il y avait vraiment quelque chose qui m'a fait, sur le moment, penser, mais quoi que je fasse, quoi que ça demande, il faut que ça ait une place importante dans ma vie. Il faut que j'arrive à créer du temps pour ça. Et pour moi, l'évidence, c'était de devenir athlète professionnel pour que ça soit au centre de ma vie, quoi. Ça t'est venu tout de suite à 15 ans, dès que tu as la première piqûre, ou tu as pris d'autres piqûres, et puis progressivement, tu t'es dit, allez, j'y vais, ou direct, tu t'es dit, bon, ben, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'ai tripé, comme le mec qui allume sa télé et qui voit les Jeux Olympiques la première fois, ben, je veux aller là, sans se poser la question de c'est quoi le chemin, c'est quoi les difficultés, est-ce que ça a été un petit peu ça, ou c'est venu? Ouais, c'était ça, c'était un petit peu ce, révélation qui fait que tu ignores vraiment les obstacles. Souvent, quand on fait un plan, je
sais pas, je veux acheter une voiture et tu penses à tout ce qui peut mal se passer, tu peux te faire arnaquer, ça peut coûter trop cher, machin. Et quand c'est un rêve, bah, tu penses à tout ce qui pourrait bien se passer. C'est un peu une phase où on pourrait peut-être te dire que tu es naïf, mais tu sens qu'il y a une force en toi pas que tu dis qu'il ne va jamais y avoir de problème, mais tu dis que quoi qu'il arrive, tu les surmonteras, ces problèmes, que de toute façon, à un moment donné, on va toujours avoir des obstacles ou des choses qu'on ne veut pas faire, donc autant que ce soit pour accomplir son rêve, quoi. Et c'est ce qui s'est passé quand moi j'ai raidé ces premières vagues. Et en plus, autour de moi, à l'époque, j'ai eu une chance inouïe parce que j'avais des personnes, en fait, qui étaient athlètes professionnels plus âgés que moi, que j'admirais dans des sports différents. Donc, notamment, j'ai une amie, Cléa Dumoutier, qui était athlète de haut niveau en ski nautique. Et la façon dont elle parlait de se dédier à son sport, de travailler si dur, et puis le challenge mental aussi, quand elle me racontait ses compétitions, je trouvais ça fascinant. En fait, je trouvais qu'il y avait comme une sorte de découverte, en fait, dans cette aventure pour se découvrir soi, ses capacités physiques et mentales. Et en même temps, quand je raidais les vagues, j'avais l'impression que j'ai fait aussi une découverte de la nature parce que je devais comprendre, OK, comment elle marche cette vague, à quelle vitesse elle va, quelle section il faut rider à quel moment. Et donc, c'est cet aspect voilà, d'aventure, on part à la découverte de soi-même et de la nature qui m'a tout de suite plu à fond, quoi. Alors, là, tu es en Nouvelle-Calédonie, tes parents te font découvrir un petit peu ça. Tu as la grosse piqûre, évidemment, en Nouvelle-Calédonie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une belle île. Il y a beaucoup d'eau autour. Donc, c'est très, très favorable pour les surfeurs, les surfeurs et les windsurfers. D'ailleurs, je mettrai une petite carte, une petite décor de Nouvelle-Calédonie dans la vidéo. Mais New Caledonia represent. moi, j'aime bien dire les Kanaks en force. Moi, les Nouveaux-Calédoniens, c'est tous des Kanaks. Bon, c'est pas grave. C'est pas vrai, là, mais j'aime bien la vibes calédonienne. D'ailleurs, si jamais vous cherchez un entraîneur en Nouvelle-Calédonie, en natation, Il y a de bon, l'intérêt. mes informations sont en bas, là. Alors, vraiment, quand tu es en Nouvelle-Calédonie, là, j'imagine que tu n'es pas devenu, t'as pas gagné le tour international de windsurf du jour au lendemain. Donc, il a fallu faire des sacrifices. Je crois comprendre que tes parents ou ta maman n'étaient pas vraiment d'accord avec ton rêve au départ. Il a fallu que t'acquittes de certaines tâches. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça? Tes premiers Oui, obstacles, en alors, fait. ouais, en fait, moi, j'ai juste. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le windsurf, c'est pas une discipline, c'est pas un sport que tout le monde connaît, donc c'est pas hyper structuré, surtout dans les disciplines d'expression. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs disciplines. Il y en a une où on fait des courses, et là, c'est très structuré. Tu peux avoir championnat de France, championnat d'Europe, Jeux olympiques. Et puis après, les disciplines qu'on appelle d'expression, qui mélangent en fait le sport et presque l'art en quelque sorte, parce que tu t'exprimes au travers de mouvements, un petit peu comme des patineurs artistiques, tu vois, où il y a vraiment un style que tu peux communiquer dans ta performance. Donc, ces disciplines-là, elles ont tendance à être gérées par des entités un peu plutôt privées qui organisent des tours comme l'International Windsurfing Tour, mais il y a aussi un autre tour très connu qui s'appelle la PWA. Et donc, le fait que ce soit un petit peu désorganisé comme ça, c'est sûr que ça mène à des futurs un peu incertains. Tu n'as pas des aides pour les athlètes et étudiants, tu vois, ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus compliqué, en fait. Donc, tout de suite, mes parents, ils ont voulu me protéger, quoi. Et moi, j'étais une bonne élève. Donc, tu veux essayer de faire une carrière dans le windsurf, mais c'est presque comme essayer de faire carrière dans savoir marcher sur une main, tu vois. Je sais pas, mais et donc ça leur a pas trop plu l'idée, quoi. Même si j'étais content que je fasse de la planche à voile, mais ouais, du coup, je me suis tout de suite confrontée un peu à cette opposition, alors que moi, c'est tout ce que je voulais faire et du coup, ils m'ont dit bah écoute, tu fais tes études, tu chopes un diplôme après le bac et quand tu gagnes ta vie, que tu peux faire ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais nous, on veut t'accompagner jusqu'à ce que tu puisses devenir une adulte indépendante, qui est déjà très sympa. Et après ça, tu vis ta vie. Donc, en fait, moi, j'ai fait, après mon bac, une prépa, maths et puis je suis rentrée en école d'ingénieur et j'ai pas touché la planche à voile pendant presque 5 ans.
Wow. Ouais, ça c'était très dur en fait. J'ai vraiment eu des périodes où j'avais envie de tout arrêter quoi, parce que ça me manquait tellement. Et c'était pas juste un sport que je pouvais remplacer par de la course à pied et me dire voilà j'ai bougé. C'était vraiment une passion qui me permettait d'être heureuse et donc d'avoir arrêté et d'être encerclée par des gens qui pouvaient pas vraiment comprendre parce qu'ils n'avaient pas la même passion que moi. Ben, Mhm. du coup, je me suis sentie un peu seule et malgré tout, j'ai réussi à finir ça. T'as Et fait quand où j'ai eu mon tes, t'as diplôme, fait là, où tes génial. études? T'as fait où tes études? C'était où? Les, la prépa, c'était en Calédonie Ok. et l'école d'ingénieur, c'était à Grenoble, en France. Ouf, ok. Au moins, t'as lavé la montagne, t'as pu faire un peu de snow, t'as pu C'est tremper vrai, dans la ouais, neige. C'est ouais, pas ouais. le J'ai fait même un peu de feeling, snow, je mais me suis mis à bon. l'escalade. C'est sûr, non, quand même, j'ai pas à me plaindre, hein, j'ai vécu une vie sympa, mais la planche me manquait, quoi. Ça, je peux pas mentir là-dessus, ça me manquait comme pas possible. Et dès que j'ai fini, en fait, mes études, je me rappelle de mon dernier stage et de juste avoir cette impression, tu vois, quand on finit la prépa, on te dit, bon, la prépa, c'est dur, mais après, tu fais ton école d'ingénieur, ça se passe bien. Et puis, tu fais ton école d'ingénieur, on te dit, bon, c'est dur, mais après, tu as ton job et ça se passe bien. Et puis, après, tu fais ton premier job, on te dit, bon, là, on paye pas, mais quand tu auras une promotion, ça se Ça va passera bien. bien. Et puis, j'en ai eu ras-le-bol de la carotte. Moi, je sais ce qui me ferait me sentir bien tout de suite. Maintenant, j'ai cette passion. Donc, finalement, j'ai décidé, j'avais économisé un peu de sous grâce à mes stages. Je suis allée à Hawaï, qui est la mecque en fait du windsurf dans les vagues, et j'y ai passé 6 semaines. Et j'avais pas navigué depuis un moment en fait. J'avais à peine repris depuis la fin de mes études. Et Ok. je me suis inscrite à une compétition qui s'appelle l'Aloha Classic. C'est une des compétitions les plus célèbres dans le windsurf parce qu'elle a lieu à Ukipa, qui est un spot à Hawaï, à Maui, super célèbre dans le monde du windsurf. Et au début, je me suis dit, ouais, j'y vais pour rigoler, quoi. Et en fait, bon, ça s'est plutôt bien passé, quoi. J'ai fini 5e et il y avait des nanas voilà, qui faisaient ça depuis des années, sponsorisées et tout. Et moi, j'avais une voile que j'avais empruntée à mon petit frère. J'avais débarqué un peu, ok, qu'est-ce qui se passe et le fait que ça soit bien passé, le fait que j'avais envie de faire ça, oh, il y a Minette qui est là. Elle vient d'arriver. Mon Allô? assistante. Mais ouais, le fait que ce soit bien passé et que j'avais tellement envie de faire ça, je me suis dit, non, mais là, je suis pas dans le genre à croire en les signes et tout ça, mais là, il y avait quand même beaucoup de signes, quoi. Et puis, c'était juste naturel. Donc, c'est ce que j'avais envie de faire. Donc, je suis rentrée en Calédonie après ces 6 semaines et j'ai dit à mes parents, voilà, je vais tout faire pour faire une année de compétition. Et j'ai passé plusieurs mois à chercher des sponsors, j'ai pris des petits boulots pour économiser un peu. Et puis, l'année 2013, j'ai passé à voyager, à faire des compètes en windsurf, aussi en stand-up paddle, à me faire remarquer un peu par les marques, par-ci par-là. Et puis, année par année, les choses se sont améliorées. Et voilà, maintenant, je suis vraiment athlète professionnelle, quoi. Ce C'est que, ouais, ce pas à que, y croire. ce que je trouve super beau, c'est que tu as vraiment grindé, quoi. C'était vraiment une longue grind. Tu as commencé dans ta tête quand tu as la piqûre en Nouvelle-Calédonie. Bon, tu découvres, tu t'améliores jusqu'à ce que tu doives partir pour tes études. Les études t'arrêtent, mais tu as encore cette grind dans la tête. Tu penses, tu penses, tu penses. Dès que tu peux t'échapper, tu t'échappes, tu te trouves une complet 6 semaines, tac, tac, tu reviens, tu es reparti. Et puis j'imagine que tu as dû manger des boîtes de thon, toi, un petit peu. Hein? Ouais, ouais, non, j'ai appris que, ben, en fait, j'ai même eu un problème à un moment donné parce que je mangeais pas assez, j'étais tellement à l'arrache à faire des petits boulots en attendant de trouver assez de sponsors, mais en m'entraînant aussi beaucoup et puis en étant, ah ouais, ça coûte cher, tu vois, donc si tu veux t'acheter un sandwich, c'est le prix des touristes, quoi. Donc souvent, je me disais, bon, c'est pas grave, je mangerai à la maison. Et puis, à fond au taquet, à faire tous ces petits jobs. Et puis, dès que j'avais un peu de temps libre, d'aller à l'eau pour m'entraîner. Et les entraînements, c'est pas juste, je me balade sur la Non, mer, tu vois, non, c'est non. l'hiver à Hawaï, les vagues sont énormes, quoi. Donc, il y a des sessions où quand ça se passe mal et que le matos pète, il faut nager jusqu'au bord, il faut se faire éclater sur les rochers. Enfin, c'est pas de la rigolade, quoi. Et donc, la combinaison de tout ça a fait qu'à un moment, j'ai eu un gros crash, en fait. Je crois que c'est les glandes surrénales pour les femmes ou quoi qui se, Grosse perte d'énergie, tu t'es senti ouais, vraiment faible. voilà, perte d'énergie, les hormones dans tous les sens. Et
Et en fait, ouais, j'ai réalisé que je bouffais pas assez, quoi. Et du coup, ouais, c'est important de manger. Non, c'est clair. Est-ce que tu veux partager avec nous un moment, bon, ça c'est un moment difficile, mais j'imagine qu'il y en a eu d'autres où, je sais pas, moi je vois des moments galères où il te reste une planche, tu pètes la planche, tu sais pas comment tu vas la réparer, t'as pas de planche pour venir le lendemain, la voile, je sais pas, où il faut aller là, puis on est en galère de dessus. Honnêtement, de toi à moi, j'ai connu quelques moments difficiles un petit peu dans ma jeunesse. Financièrement, ça n'a pas toujours été évident. On bricolait, c'est pour ça que je me s'imagine en train de bricoler aussi bien. Donc, est-ce que tu peux bien partager avec moi un moment comme ça? Parce qu'aujourd'hui, tu dois regarder ça avec sourire parce que c'est des moments dans lesquels tu t'es construit aussi, je suis sûr. Oui, bah, c'est, c'est des moments où tu regardes, tu veux pas les effacer au final parce que ça t'a forgé, puis c'était des bonnes aventures. Mais c'est vrai que dans le moment, voilà, de partager sa maison avec 6 autres mecs et une salle de bain, tu vois, le genre de truc où, oh putain, ok, j'aime vraiment ce sport, hein. Mais bon, on avait loué une maison juste au bord de la mer, tu vois, et pour moi, je m'en foutais que la salle de bain elle soit toujours occupée ou quoi, parce que je pouvais marcher, sortir de chez moi, et à 2 pas de chez moi, il y avait la mer, et c'était ce qui est important. Là. Maintenant, aujourd'hui, je suis avec mon mari, on a un petit studio, on n'est que nous deux, c'est genre, oh, le Graal, quoi. Mais pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Des voitures pourries que tu rachètes, où il faut faire 10 prières par jour pour pas qu'elles cassent et elles explosent. Euh, voilà. Puis Est-ce à que tu prendre as. aussi des billets d'avion, les pires billets d'avion possibles pour économiser. Puis tu te retrouves avec des escales de 30 heures à dormir sur le sol des aéroports. Ouais, alors il y en a eu pas mal des histoires comme ça. Mais bon, c'est ces petits efforts, ces petites économies qui font que tu peux continuer, que tu dures la distance, quoi. Parce que sinon, au bout d'un moment, tu te dis, ah, merde, faut que j'embourse des dettes, faut que j'arrête. Donc pour moi, c'était toujours à trouver l'équilibre, à toujours me demander en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que je peux faire l'économie sur ça pour pouvoir investir dans ma carrière, quoi? Et ça a parfois été un peu dur, mais au final, ça a payé. Ah, c'est clair, c'est clair. Puis comme je disais tout à l'heure, c'est tellement des moments dans lesquels on souffre, mais en même temps, on se construit tellement fort. C'est marrant que tu parles de l'aéroport. Moi, j'ai une anecdote comme ça là-dessus, les voyages dans les aéroports. Puis en fait, pour en particulier, le départ des Jeux Olympiques avec l'équipe de Côte d'Ivoire à Sydney, d'Abidjan, on partait. Et le voyage qui devait durer 18 heures pour aller à Sydney ou 20, il a duré 72 heures. Mais on a fait des escales, comme tu disais, on a galéré, il y a eu des problèmes de billets, on a dormi dans toute l'équipe olympique à Johannesburg, à l'aéroport. Un truc, tu commences, tu te dis, la galère. Puis avec du recul, ben, c'est des moments où toute l'équipe ensemble, on a appris à se connaître. Ça a commencé à discuter, ça a commencé à chanter, ça a commencé à créer des moments qui, après, ont fait que les jeux ont été tellement bons aussi, tu vois, parce qu'on était toute une bande vraiment de potes. Mais ça fait partie des moments où ces moments-là où tu étais allongé à l'aéroport, tu sais pas comment dormir, tu mets ta tête comme ça, l'autre est près de son sac, elle se met sur toi, l'autre est balancé son pied dans la figure. On est en train de discuter, d'essayer de comprendre d'où on vient. Moi, j'ai trouvé ça super enrichissant. Et puis, c'est un petit peu grâce à ça qu'après, on a passé des moments super. J'imagine que toi, dans ces moments-là, tu as dû partager, t'as pas été, tu es chez que tu voyages seul, mais par moments moins seul, d'autres peut-être en compagnie d'autres surfeurs. Vous avez dû partager des moments comme Oui. ça aussi. C'est Mhm. vraiment. Oui, on a oui, 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 des voyages où, avec les autres riders, les autres compétiteurs, on traverse ensemble les difficultés et on se soutient et on a des moments inoubliables, des aventures. Ouais, c'est carrément le cas. Puis ça, c'est jamais, on s'ennuie jamais quand on voyage avec le matos de windsurf parce que c'est des sacs de 3 mètres de long qui pèsent 30 ou 40 kilos. On a parfois deux, voire trois, voire même peut-être quatre. Et donc, ouais, c'est bien d'être avec des copines ou des copains et de gérer les aventures de négociation pour le prix des sacs aussi. Ça, tu pourrais en écrire des bouquins parce que on est jamais traité pareil. Tu sais, tu as toujours un mec qui va payer 100 $, l'autre qui paye 200, tu comprends pas.
Du coup, on a plein de stratégies qu'on essaye pour essayer de payer le moins cher possible, tu vois. Du coup, quand t'es une fille, tu peux essayer de te mettre à pleurer, ça marche un peu. Avec mon mari, des fois, on fait la lune de miel, tu sais, on part pour notre lune de miel. Et puis, ouais, il faut toujours être un peu créatif parce que sinon, ça La marche lune de miel, ça fait 10 fois, je vous vois, madame, attention. pas. Fais pas gaffe avec ça. Ton, ton, ton mari, Il y en a qui ils refont leurs vœux, tu sais, ils renouent le why vœu. not? C'est la mode, c'est la nouvelle mode, hein. Ton mari, tu le rencontres à Hawaï. Comment ça se passe cette Oui, rencontre? Est-ce qu'aujourd'hui, ben, je suppose que c'est un pilier pour toi? Tu nous parlais un oui. petit peu de ça? Oui, en fait, mon premier trip, quand j'étais venue pour 6 semaines à Maui, je l'ai vu, on s'était aperçu en fait. J'ai fait sa connaissance parce que on était sur le parking du spot où on fait du windsurf et en fait, il avait une planche dans un pick-up et le vent l'a emporté, elle s'est envolée et j'ai vu sa planche et c'était la dernière tu sais, chaque année, il y a un nouveau modèle et moi, j'avais Ouais. l'ancien et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, il y a la nouvelle planche mais il laisse s'envoler et elle se crache sur le sol. Mais c'est quoi ce mec qui prend pas soin de ses affaires quoi. Et en fait, c'est mon deuxième trip où je suis revenue à Maui quelques mois plus tard où là, il a essayé un peu plus de faire ma connaissance. Et moi, j'avais ma mission quoi parce que j'avais décidé, ok, c'est parti, là, je me concentre sur mon rêve. Et puis là, il y a ce mec qui commence à rentrer dans ma vie et je me dis, moi, je suis pas trop venue pour ça. Moi, je suis venue pour accomplir mon objectif, quoi. Et en même temps, je me dis, bon, il est quand même vraiment spécial, ce mec. Il est vraiment, vraiment gentil. Je l'aime beaucoup. On s'entend bien. Et je voulais pas que mon obsession avec mon rêve fasse qu'en fait, j'ai des œillères et que je me rende pas compte qu'il y avait quelque chose de vraiment, vraiment spécial qui se passait, quoi. Et donc, au final, je suis contente, ouais, de pas avoir céder à cette obsession, mais d'avoir pu ouvrir un petit peu ma perspective, me rendre compte que là, il y a quelqu'un qui était en fait mon âme sœur, quoi, et qui est arrivé dans ma vie. Au final, c'était un petit peu comme d'avoir deux gros cadeaux en même temps. Le fait que moi, je m'autorise à suivre ce rêve et que pile à ce moment-là, il y ait ce mec qui j'aurais jamais rencontré sinon, quoi, parce qu'il était de Los Angeles et il venait à Hawaï faire du windsurf, un peu comme beaucoup d'autres Américains le font. Et ouais, c'était vraiment le destin, quoi. Et Et aujourd'hui, donc vous vivez. aujourd'hui, on est toujours ensemble et c'est vrai que c'est comme tu as dit, un énorme pilier, quoi. Parce que faisant pas partie d'une équipe ou en n'ayant pas de coach, d'avoir quelqu'un qui croit en toi tout le temps, c'est hyper important. Et pour moi, c'est Casey, mon mari, c'est cette personne-là. C'est lui qui, même quand moi j'ai des doutes, que je crois plus à mon rêve, il me prend par les épaules et il me dit, mais non, tu remontes sur le cheval, tu as tout ce qu'il faut, tu crois en toi, tu y vas. Et pour ça, je suis infiniment reconnaissante parce il aurait pu trouver que c'était, je sais pas, un peu immature ou obsessif de vouloir faire ce truc-là avec autant de conviction. Mais en fait, non, lui, il me soutient énormément. Alors, bon, on va rentrer un petit peu plus dans les choses un peu plus techniques, dans le vif du sujet, dans les choses que tu connais un petit peu mieux. Moi, j'ai pris le temps de regarder des petites vidéos, de regarder tout ça. Évidemment, bon, je t'ai découvert, comme je t'ai dit quand je t'ai contacté dans ce reportage, qui s'appelle Girl on Wave sur Fubo TV, mais qui passe un petit peu partout sur plein de canaux. Alors, je vous conseille de le regarder. Je mettrai les descriptions dans le link encore une fois. Et je trouve, et puis c'est un petit peu ce on s'était dit off la première fois qu'on se parle, je trouve que tu es quand même assez agressif en windsurf. Tu as une façon de rider, mais hyper, hyper agressive. Est-ce que tu nous parlais un petit peu de ton style, ta façon de rider, rentrer un petit peu dans le vif du sujet de ce côté-là pour les vrais, 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 vrais fans de windsurf là. Ouais, ben, en fait, quand tu rides une vague, il faut essayer d'utiliser sa puissance pour créer ta trajectoire, quoi. Et une vague, c'est parfois très puissant, très péchu, quoi. Et si tu l'attaques avec un peu de la mollesse, quoi, eh ben, elle va juste t'avaler, quoi. Et en fait, c'est un peu avec tout, je pense, dans la vie. Si tu hésites un peu trop, les choses décident pour toi, quoi. Alors que si tu as une intention et ben, tu traces ton chemin. Après, il faut aussi
aller avec le flow. Donc, c'est tout ce mélange en fait qui est intéressant dans le ride du windsurf. Et malgré tout ça, il reste quand même une partie de liberté où tu peux choisir un petit peu ton style. Donc, tu peux choisir d'avoir une ligne sur la vague qui est plus ou moins agressive, qui est plus ou moins risquée aussi, où tu vas vraiment attendre le dernier moment pour frapper la lèvre de la vague et c'est là qu'elle te renvoie avec le plus de puissance. Et donc, moi, c'est ce que j'aime en fait, c'est chercher ce moment où si tu es une milliseconde trop tard, c'est l'explosion. Et puis si tu es trop tôt, ça passe, mais c'est un peu mou. Et moi, j'aime trouver le moment où Tu peux exploser un petit peu. Ouais. Est-ce que c'est macho de dire que c'est plus un style de mec, ça, au départ, qu'un style de fille? Je pense que non, en fait. Je pense que c'est comme tous les sports. Dans l'histoire du sport, hein, les femmes sont moins nombreuses et puis il y en a de plus en plus. Et le niveau des femmes, au début, il y a en général un gros écart et puis petit à petit, l'écart diminue, quoi. Et donc, en fait, je pense que c'est une question de moyens aussi. C'est-à-dire que maintenant, les femmes se donnent plus les moyens de faire du sport et donc d'avoir ces styles plus agressifs. Mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais surtout pas être catégorisée comme, elle ride comme une fille, elle fait des courbes un peu molles, un peu safe, tu vois, elle reste dans sa zone de confort. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'amuse et qui me plaît de rider comme ça, mais c'était aussi sympa de pousser un peu cette conversation, de montrer qu'on peut être une fille et on peut quand même avoir un style agressif dans sa façon de rider, dans sa façon de faire de la compétition aussi, parce qu'on a l'impression que moi, des fois, j'ai eu des remarques en compétition que j'étais un peu trop agressive et tout, mais je pense que c'est parce que justement, on n'est pas habitué à voir ça chez une femme, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. Si un mec le faisait, les gens Ça diraient, bah passe. oui, il a juste joué par les règles, il a eu une opportunité, il l'a prise quand il fallait au bon moment. Et puis voilà, tu vois, c'est pas de la triche, c'est pas, tu joues les règles et puis tu fais tout pour gagner, quoi. Et donc, je pense que tu peux. C'est une nouvelle image en fait qu'il faut créer pour les femmes où tu peux avoir quand même tes qualités de femmes qui sont propres aux femmes, on va dire, d'être douce, d'être gentille, attentive, tout ça. Mais tu peux aussi, quand tu vas faire ta compétition, être à 100% et puis pas faire de politesse, quoi. Parce que quand c'est la compète, c'est comme ça. Est-ce que depuis que tu es arrivé là-bas, j'imagine, bon, vu que, bon, tu vas pas le dire, mais je vais le redire, vu que tu es quand même une des meilleures rideuses du coin, tu dois être une des meilleures rideuses de ton coin à chaque fois que tu y vas, il y a des jeunes filles qui viennent regarder. Est-ce que tu peux me dire si, bien me confirmer, parce que si c'est pas le cas, je vais tomber de ma chaise, mais je serais surpris. Est-ce que tu peux me confirmer que tu inspires beaucoup de tes collègues féminines qui te regardent rider, qui trouvent ça super inspirant? Est-ce que tu reçois des messages de soutien ou des demandes de conseils un petit peu là-dessus? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est génial pour ça parce qu'on arrive à avoir des messages de gens partout dans le monde et moi, ça me fait super plaisir quoi, quand j'ai une femme ou parfois c'est même des femmes plus âgées qui me disent oh, voir une petite femme comme toi qui va dans des grosses vagues ou dans du vent très fort, ça me motive et ça me montre qu'on peut le faire quoi. Et ça, c'est trop cool quoi, de se rendre compte que poursuivre son rêve, ça a un impact plus grand que juste soi-même quoi. Et bah ouais, j'espère que pour moi ça marche aussi comme ça, hein. C'est-à-dire que quand je vois des filles faire des trucs que auparavant c'était que des mecs qui faisaient ça, bah tout d'un coup pouf, ce truc-là devient possible pour moi aussi. Et c'est un shift de perspective qui est hyper important et nécessaire pour qu'on évolue quoi. Donc il y a des moves, il y a il y a même des tailles de vagues qui sont suppose censées être réservées aux hommes. Et puis tout d'un coup, bam, tu vois une fille sur une vague comme ça et tu te dis ah ben non, en fait, Elle ça peut être peut, une femme, ça elle pourrait être peut. moi. Tu parlais de Ouais. gabarit tout à l'heure. Peux-tu nous résumer un petit peu quel genre de monstre physique tu es, s'il te plaît? Oui, je fais 1m60 et 50 kilos. C'est un bon rapport poids-puissance, ça, je pense, non?
Ça marche plutôt bien, je crois, parce que j'ai un bon record de pull-up, de traction. Un chiffre, un Euh, chiffre, un chiffre, un chiffre, s'il te plaît. euh, mon meilleur, bon, ça dépend, parce que sur 1 minute ou sur 2 minutes, je veux savoir. Allez, sur 1 minute, puis sur deux. Donne-moi les deux. Je veux les deux. Ok, sur 2 minutes, mon record c'est 18. Sur 1 minute c'est 18, sur 2 minutes c'est 23 tractions. Et on parle de full pull-up, là. Les vrais, là. Ouais, On ouais. parle pas de trucs comme ça, là. Hein. Ah non, non, ça c'est pas ça. Bon, on va noter Mais ça. C'est ouais, moi parce qui vais qu'en fait, essayer le en test windsurf, demain. on est tout le temps en train de tirer sur la voile et surtout dans les vagues, en fait, parce qu'en général, tu as un harnais avec une boucle ici et tu peux l'attacher au wishbone, donc c'est la Ok. partie où tu tires sur la voile. Et ça te Mhm. permet d'utiliser le poids de ton corps pour, euh, pour compenser la traction du vent dans ta voile. Donc, tu n'as pas, en fait, toujours les bras Qui qui tire. tirent. Mais quand on navigue dans les vagues, on se détache de cette boucle parce qu'on a besoin de bouger Faut la tourner. voile beaucoup plus Mhm. pour faire les manœuvres, pour rider. Et donc là, du coup, tu utilises un peu plus tes bras. Quoi. Est-ce que tu dois avoir ou tu bénéficies aujourd'hui de matériel un petit peu supérieur, différent, adapté un peu plus à ton style? Oui, ouais, moi, il me faut du matériel beaucoup plus petit, quoi. Étant plus petite aussi, j'ai mon stance, donc l'écart entre mes pieds qui est Mhm. beaucoup plus petit qu'un mec d'un mètre 80, quoi. Et le volume des planches, la taille des ailerons, les points de traction dans les voiles aussi. Donc, en fait, moi, depuis que je ride mes sponsors de matériel, en fait, ça n'a jamais été un choix économique, financier. J'ai pas choisi des marques qui payent bien, j'ai choisi des marques qui développent bien et qui aussi font du développement pas loin de là où je vis. Donc, mon shaper de planche, il vient à Maui une fois par an, il est français. Le mec qui développe les ailerons, il vient à Maui. Le mec qui développe les voiles, il vient à Maui. Donc, je peux les voir, je peux leur donner du feedback et on peut travailler sur des customs ensemble. Et ça, c'est hyper important parce que ce que je suis capable de faire dans les vagues aujourd'hui, j'aurais jamais pu le faire si j'avais été forcée d'utiliser un matériel qui fait pour un mec d'1 m 80, quoi, parce que je fais la moitié du poids d'un mec comme ça, quoi. Et c'est un sport qui est tellement dépendant de l'harmonie entre le corps de la personne et le matériel, parce qu'on est comme des mini bateaux, en fait, tu vois. Et donc, Mhm. si tu as une pièce de ton bateau qui est fait pour un bateau géant et que tu l'attaches sur un petit bateau Ça ou marche l'inverse, pas. ça peut pas marcher, ouais. Tu sais, c'est incroyable. Moi, je trouve ça. Tu es arrivé là, tu as construit ton réseau petit à petit, tu as rencontré tel mec, telle personne, telle fille qui a pu t'aider. Puis là, aujourd'hui, tu vis ton rêve à 200%. C'est sûr qu'on voudrait toujours être plus confortable. Puis je pense que tu pourrais en avoir encore plus parce que tu dois avoir tout plein de projets dans la tête. Mais euh, ça fait plaisir quand même quand tu regardes en arrière. Est-ce que de temps en temps, tu te retournes, tu prends le temps de te dire putain, joli petit parcours quand même en quelques années. Parce que moi, je t'écoute, ça me fait plaisir quoi, au moment d'entendre ça. Merci. Bah ouais, ça fait super plaisir de faire la comparaison. Il y avait un moment, en fait, pour moi, qui a fait vraiment cet effet miroir où tu te vois il y a 3 ans et puis tu te vois aujourd'hui. Parce que, en fait, un des petits boulots que je faisais, c'était, je donnais des cours de yoga dans un des hôtels du sud de l'île de Maui. Ils ont ces gros hôtels, c'est le Marriott et tout ça. Et donc, je donnais des cours de yoga. Et des fois, en fait, c'était des cours, les gens venaient, mais ils ne savaient pas s'inscrire, donc il fallait que j'y sois. Mais des fois, personne venait, donc je pouvais avoir un trou d'1 heure. Et quand j'avais un petit peu de temps, je prenais deux matelas de yoga et j'allais dans une des salles de bain de l'hôtel et je me mettais dans les toilettes et je faisais une petite sieste, tu vois. Et, en fait, c'était très propre, hein, parce qu'à 7 heures du matin, dans ces Il hôtels, n'y a personne. ouais, C'est ah clean. oui, c'était plus propre que la salle de bain que je partageais avec les 6 mecs. Il y a de la musique et tout. Bon, de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient, qui tire la chasse et tout ça, mais c'est ma petite sieste. Et en fait, tu fast forward 3-4 ans après ça et je me suis retrouvée en fait dans le même hôtel, mais cette fois-ci, j'ai été invitée parce que mon sponsor que j'ai depuis 1 an officiellement, c'est SAP
qui organisaient une conférence, en fait, un événement avec leurs employés dans l'hôtel. Ils m'avaient invité. Et là, cette fois-ci, j'étais dans une des chambres et j'étais invitée à dîner, tout ça. Et donc, j'ai fait tous les trucs que normalement, je voyais les gens pour qui je travaillais faire. Et ça m'a vraiment fait cet effet de wow, il y a 3 ans, je faisais la sieste dans les toilettes, quoi. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ouais. Et côté parents, quand tu quittes comme ça, moi j'imagine que, bon, vas-y ma fille, bonne chance, vis ta vie, fais tes études. Si tu peux, tu veux y aller, fais tes études, vas-y. Mais j'imagine que c'est leur petite fille qui part quand même. Comment ça se passe maintenant qu'ils sont capables de voir que tu étais heureuse, mariée, t'es épanouie. Ça va beaucoup mieux. C'est quoi Ouais, leur ça feedback? va beaucoup mieux. Enfin, ça n'a jamais allé, ça a jamais été vraiment mal, mais c'est juste que je pense que pendant un moment, en fait, ils avaient peut-être pas vu d'autres gens qui faisaient ça comme une carrière. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le vis. C'est-à-dire que c'est pas juste pour jouer, mais je vois aussi comme le métier que je fais pour gagner ma vie. Donc, je suis sérieuse, je fais le travail qu'il faut aussi à côté que j'ai pas forcément toujours envie de faire en termes de les réseaux sociaux, le marketing, chercher des sponsors, faire le site web, ces trucs-là. Donc, il y a plein de chapeaux en fait à porter. Il y a plein de connaissances en fait que tu accumules d'expérience et ça devient vraiment un job quoi. Et donc, je pense que maintenant, ils sont capables de voir ça, quoi, que c'est pas juste pour passer du temps à la plage, mais c'est vraiment pour construire un, une carrière, quoi, et faire quelque chose que j'aime. Ils sont venus te voir? Ah ouais, ils sont-ils venus? Ou ils ont-ils fait le grand voyage? Ouais. Ouais, 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 ouais. Compétition? Ils sont pas venus pendant une compétition, non. Est-ce Mais après. ils t'ont vu faire la folle sur des vagues de malades? Pas à Jaws. En général, ma mère, elle veut pas trop. Je lui dis après, tu vois, parce que je veux pas la faire flipper. Je lui dis, j'étais à Jaws hier, c'est bien passé. Mais parce que ouais, déjà, de toute façon, ça sert à rien. Pourquoi s'inquiéter quand Outre on peut ne mesure. pas s'inquiéter? Oui. On peut ne pas s'inquiéter. Avant de rentrer, en fait, avant de rentrer dans Jaws, ou plutôt on va rentrer dans Jaws direct. Je pense que c'était intérêt, c'est une vague que tous les surfeurs connaissent. Moi, je suis pas surfeur. Je taquinais un petit peu, on s'est amusé un petit peu. Si tu t'intéresses un peu au sport aquatique ou à ces sports-là, tu connais cette vague. Tu connais cet endroit. C'est quand même une vague qui fait 60 pieds. C'est ça, je me trompe pas, à peu près? Ouais, ouais, les plus grosses font jusqu'à même 60, 80 pieds, quoi. Les plus grosses. 80 pieds. Moi, une des plus grosses fuites que j'ai eues dans ma vie, et puis on en parlait encore off un petit peu, je me retrouve avec un bodyboard en face d'une vague que j'ai trouvé beaucoup trop grande pour moi. Tu te sens vraiment petit devant ces grosses vagues-là, quoi. Et c'était pas Ouais. une vague, c'était une vague de 2 mètres, quoi, 3 mètres, quoi. J'étais jeune, mais c'était pas une vague de 60 pieds. Tu nous parlais un petit peu de ce Ouais, feeling? mais bon, après, de toute façon, les gens, s'attachent tellement aux chiffres, c'est rigolo. Alors, ils me demandent exactement combien mesure les vagues et tout ça. Mais à un moment donné, aujourd'hui, c'est juste gros, quoi. C'est juste énorme. Et c'est pas tellement grave si c'est 10 mètres ou 8 mètres ou même 5 mètres, tu vois, ou 15. Mais le truc, c'est que c'est énorme et t'as de la panique en toi, quoi, qu'il faut gérer. Et donc, que ce soit toi, étant plus jeune, avec une vague de 2-3 mètres, ou moi, aujourd'hui, sur une vague de 8 mètres, ça reste des situations qui est vraiment dur. C'est comment toi, ton cerveau est en train de gérer la situation, quoi. Et il n'est pas en train de se dire, c'est 2 mètres, point 8, donc on devrait paniquer. Juste ça fait peur, quoi. Alors, cette première vague, la première fois que la première fois que tu te mets à l'eau, donc ça arrive l'hiver. En ce moment, c'est pas la période des meilleures vagues chez vous. L'hiver, c'est la période où ça commence à envoyer un petit peu plus. Tu te prépares, je suppose, sur cette vague-là. Je pense pas que tu te laves les dents et puis tu y vas du jour au lendemain. On s'entraîne, on se prépare pas mal. On sait quand elles arrivent, où les surfeurs vont regarder les dates des marées, les lunes,
pour savoir exactement quelle va être la puissance des vagues, pas de vagues, etc., à quelle heure, etc. Comment ça se passe la première fois? Parle-nous de ça. Alors, pour, pour être précis, pour nous, Jaws, pour moi, Jaws, mon premier Jaws, c'était en avril. Donc, c'était à la fin de l'hiver, presque le printemps, en fait. Donc, c'était un peu un Jaws surprise, quoi. Et c'était mon deuxième voyage à Maui. Donc, j'avais pas tant d'expérience que ça, quoi. Parce que si tu te souviens bien, j'avais passé mes 6 semaines qui m'ont changé ma vie. Puis, je suis retournée en Nouvelle-Calédonie bosser 3 mois. Puis, je retourne à Maui. Et un mois plus tard, boum, il y a un Jaws sur le forecast, quoi. Donc, on le voit, tu sais que ça va être là dans une semaine. Et puis, tous les jours, tu checkes parce que ça peut quand même évoluer. Et en fait, il y a cette espèce de sentiment d'ébullition autour de toi parce que les autres en parlent aussi. Donc, tout le monde est là. On sait qu'il va y avoir Jaws, on sait qu'il va y avoir Jaws. Et t'as les mecs qui font des entraînements d'apnée un peu au dernier moment. Et puis, t'as des conversations sur, OK, qui va faire la sécurité de qui? Parce qu'en fait, il faut créer une paire, quoi. Il faut que tu aies un gars sur un jet ski qui soit pour ta sécurité, puis qui amené aussi. C'est pas un spot où il y a une jolie plage de sable blanc et pouf, tu te mets à l'eau. En fait, c'est des falaises avec une espèce de rivière, donc c'est pas vraiment possible de se mettre à l'eau des rochers. Pourquoi ils appellent ça Jaws? Pourquoi ça s'appelle Jaws? Parce que la vague, elle a une forme de mâchoire qui va t'avaler, quoi. Boum, direct. Ok. Un gros requin. Et tu parlais pour ceux pour ceux qui ne connaissent pas, préciser un petit peu plus. Quand tu regardes les forecasts, qu'est-ce que tu fais, qui comprennent un petit peu à En fait, à tu quoi le regardes principe? le forecast, il te dit la taille des vagues pour les 10 prochains jours, quoi. Donc, tu regardes à quel point les vagues vont être grosses, d'où elles vont arriver, est-ce qu'il y aura du vent. Et puis, plus tu te rapproches, plus le forecast commence à être vraiment, à avoir une certitude plus fiable, quoi. Et après, tu te lèves le matin, tu regardes les bouées. Il y a des bouées en fait offshore qui lisent la taille des vagues. Donc là, c'est la taille réelle. C'est plus le forecast. On n'est plus en train d'essayer de deviner. C'est vraiment ce qui se passe. Donc déjà, tu regardes ces chiffres-là. Ça te donne une idée de ce qui se passe. Si tu habites près de la mer, comme nous, tu as passé la nuit à entendre en fait. Tu ne dors pas très bien. Et puis après, il faut aller jeter un coup d'œil à la falaise. En fait, il y a la falaise de Jaws qui te permet de voir le spot en lui-même parce que faut mieux vérifier avant d'y aller. C'est toute une aventure de s'y rendre, quoi. Donc en général, on y va, on va à la falaise, on jette un coup d'œil, on voit ce que les vagues font parce que des fois, tu peux avoir une vague, mais une vague toutes les 15 minutes, tu vois. C'est quand c'est vraiment slow, on va dire. Des fois, tu as des vagues toutes les 2-3 minutes. Ça, c'est génial. Mais c'est parfois tellement lent que ça peut être compliqué. Et quand le check de la falaise est fait, on se met à l'eau dans un gulch, une espèce de vallée où la mer rentre, c'est très étroit et donc on met à l'eau le jet ski et là c'est déjà chaud parce que comme les vagues sont Ça va énormes, bouger. le gulch où c'est étroit et il y a de l'eau qui arrive en fait avec beaucoup d'énergie, donc il y a eu des histoires de trucks qui se sont fait recouvrir, emportés par la mer en essayant de mettre leur jet ski à l'eau, quoi. Donc, rien que ça, en fait, c'est le début de l'aventure, tu vois, C'est d'essayer dur. de se mettre à l'eau sans cracher rien. Et puis après, on prend le jet ski et on longe la côte de Maui pendant une bonne vingtaine de minutes et tu arrives au spot. Et là, tu arrives et tu vois les plus grosses vagues que tu n'as jamais vues de ta vie, quoi. Dans ces 20 Donc, minutes-là, tu t'es excitée, t'es anxieuse, t'as hâte. C'est quoi le feeling là, dans ces 20 ouais, minutes-là? moi je suis bien. Dès que tu commences à avoir un peu d'eau de mer sur toi, ça s'améliore. Le problème, c'est avant. Tout ce qui est avant là, cette période où tu regardes le forecast, tu lis les bouées, tu vas à la falaise, l'anticipation, elle est hyper dure pour moi. Tu as la boule au ventre, tu sais, tu essayes de manger, mais ça descend T'arrives pas. pas. Et j'essaye toujours de rester occupée, donc je me fais un programme en général. Donc je sais toutes les 15 minutes, je sais exactement ce que je suis censée faire. Comme ça, au moins, je réfléchis pas parce que sinon, tu es tellement dans cette sensation de stress, c'est que une chose simple comme faudrait que je remplisse une bouteille d'eau. Faudrait peut-être que je prenne cette bouteille ou cette bouteille-là.
Non, mais peut-être qu'avant, je vais aller faire pipi, puis après, je vais remplir ma bouteille d'eau. Et non, je vais refaire des étirements, en fait. Non, mais et en fait, c'est ton cerveau, il est en mode, il sait plus ce qu'il fait, quoi. Donc, d'avoir planifié, en fait, à l'avance, de se dire, OK, je vais faire des étirements, on va checker la falaise, après, je mange, après, je fais ci, je fais ça. Moi, ça m'aide énormément. Je sais pas, tout le monde est différent, mais pour des situations comme ça, moi, ça m'aide énormément d'avoir planifié ce que je vais faire. Tu décris cette anxiété-là, ça ressemble beaucoup à ce que beaucoup d'athlètes, ou moi j'ai pu connaître quand j'étais en compétition, hein, c'est on peut rien avaler, le petit pipi de gouttes, t'as faim, tu manges un morceau, t'es calé, tu sais, on connaît, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui vont reconnaître ça. Donc on continue, là, ce 20 minutes-là, il est passé comme ça, t'es dans l'eau, tu commences à être bien, Ouais, et tu te mets là, à bon, il te l'eau. lâche. Là, au moins, quand tu es à l'eau, tu vois, il faut gérer des trucs, quoi. Donc, tu n'as plus trop le temps de penser parce qu'il faut attacher tout ce matos sur le jet ski. Déjà, ça, c'est un challenge. Comme je te dis, il faut le mettre à l'eau aussi. Donc, tu es déjà un peu dans ta performance. Donc, tu commences à être moins anxieux finalement parce que tu es dans l'action, quoi. Et puis, quand tu arrives sur le spot, bah ouais, le spot, il fait peur, quoi. Puis tu vois, s'il y a des gens qui sont arrivés avant toi, tu les vois rider des vagues. Et les vagues sont tellement grosses que quand elles se lèvent, en fait, tu as l'impression que c'est l'océan entier qui, se, qui, qui s'enfonce vers le bas et le reste de la mer qui monte. Et tout est en fait à une dimension plus grosse, quoi. Ce qui normalement est un petit clapot sur la surface de l'eau est maintenant multiplié par 5 ou par 10, quoi. Et les turbulences aussi sont multipliées, c'est-à-dire que l'eau, tu sais, quand une vague vient de casser, ça crée des tourbillons, donc ces tourbillons-là aussi sont beaucoup plus gros que dans des conditions normales. Le vent, lui aussi, il est perturbé par cette eau qui bouge et puis par les vallées aussi qui sont juste contre la falaise. Donc, il y a beaucoup de puissance, en fait, des éléments et c'est presque mystique un petit peu comme expérience. Tu as l'impression que il y a des fantômes qui habitent dans cet endroit, quoi. Et tu ressens tous ces trucs, quoi. Et Alors la vague arrive, ta vague arrive. Je suppose que tu dois être ultra focus, stressé, excité. La première, vas-y, continue. Moi, je veux t'entendre continuer de me parler de ça. Elle arrive, ouais, la bah, vague. quand tu vois la vague, tu as une partie de ton cerveau qui veut crier, quoi. Qui dit, ah, mais sors-moi de là, quoi. Qu'est-ce qu'on fout là? Mais pourquoi tu nous fais ça? Donc, ça c'est la partie du cerveau qui dit ça. Puis, t'as l'autre partie qui est là, non. Focus, je borde ma voix, je plie mes genoux, je descends mon bassin, je respire, j'abandonne pas. La vague va super vite. Donc, si tu hésites une demi-seconde, elle va pas te laisser l'attraper. Donc, faut vraiment aller à pleine balle, en fait. Il faut lire aussi la surface de l'eau parce que ces petits clapots, avant d'être dans la vague, en fait, ils peuvent se ralentir. C'est-à-dire que tu loupes la vague, donc tu es à tout moment en train de lire la surface de l'eau, de faire des petits ajustements avec ta voile pour absorber les changements de vent et réussir à partir dans la vague. Mais soit ce que tu vois, en fait, c'est donc l'océan qui est en train de monter, 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 monter. Et toi, tu es en train de te placer pour que tu te retrouves, en fait, à dropper la vague et à voir la lèvre, le mur d'eau, en fait, Au-dessus de qui la tête. s'élève. Ouais, et donc, quand tu arrives en bas, déjà juste de descendre, ça va à fond. Tu essaies de s'assurer que les ailerons restent accrochés parce que s'ils dérapent, en fait, toi, tu glisses et c'est le crash, quoi, au pire endroit. Donc, tu fais tout pour rester bien accroché. Et quand tu arrives au bas de la vague, en fait, et que tu essaies de regarder vers le ciel, tu vois pas le ciel, quoi. Tu vois que de l'eau. Et là, tu rides et tu essayes de calculer, d'être assez à l'intérieur de la vague pour vraiment bien la rider, mais pas trop parce que sinon elle va t'avaler. Donc puis il n'y a pas une flèche pour te dire où cet endroit-là Non. il est, tu vois. Donc tu fais à l'instinct. Et puis derrière toi, pendant que tu es en train d'avancer le long de la vague, il y a la crête qui a déferlé, quoi, qui a cassé et ça fait un bruit énorme en fait. Il y a tellement d'eau tu sais, ça Dans vibre presque. raisonner, quoi. Ouais, ouais, ça fait un Oh. bruit de fou, quoi. Et alors là, l'adrénaline que tu as, c'est énorme. Et
il y a eu une vague cet hiver où je pensais que j'avais mal calculé mon cours, en fait, que j'étais trop à l'intérieur et que j'allais pas pouvoir passer, tu vois. Et donc là, j'avais une partie de mon cerveau qui disait, OK, bon, tu vas faire un crash, donc il faut que tu te prépares, il faut que tu prépares ton apnée. Tu vas avoir une apnée, là, il faut que tu sois prête et tout. Et puis en même temps, j'étais aussi là, bon, ben, je vais quand même essayer le plus longtemps possible, je vais pas abandonner trop tôt parce que ça va peut-être passer, quoi. Et donc, tu es en train de te battre avec tous ces aspects du cerveau. Mais le truc, c'est que plus tu essayes, plus tu perds de l'oxygène aussi parce que tu es contracté et tout ça. Donc, il faut savoir aussi, est-ce que je sauve mon oxygène pour mon apnée ou est-ce que je continue d'essayer le plus possible. Et au final, c'est passé. Mais quand je suis sortie, j'ai fait, mais c'était c'est ouf, quoi, les sensations que ça fait. Mais le truc, c'est que c'est pas juste de l'adrénaline et du rush, quoi. T'as quand même tu sais un peu ce qui se passe, quoi. Tu es en train de glisser et c'est une sensation vraiment magique quand tu arrives à épouser cette immense masse d'eau, à épouser son mouvement et à le suivre avec cette géante masse d'eau, quoi. Et toi, tu as juste un tout petit truc qui arrive à utiliser la puissance, quoi. Et ouais, Je suis super content que en fait, tout à l'heure, tu parlais du feeling, la vague et tout ce que tu avais. Il y a un mot que j'attendais que tu me prononces, puis en fait, tu me l'as donné. Tu m'as dit, tu es à fond. En fait, le rapport à la vitesse qui doit être énorme parce que c'est ça que vous tripez aussi. Il y a un rapport de glisse, il y a un rapport de changement de direction, d'expression qui est hyper intéressant. Mais le speed que vous avez, sinon tu ferais du surf. Si t'as une voile, c'est parce que tu peux avoir une vitesse bien supérieure à celle que tu peux avoir sur un surf. tu, tu peux plus facilement générer ta vitesse. C'est-à-dire que dans des endroits où la vague s'aplatit et du coup tu perds en vitesse, tu peux peut-être récupérer de la vitesse avec ta voile si le vent est d'une bonne direction. Mais les surfeurs à Jaws, ils vont très vite eux aussi, hein, parce que quand ils descendent la pente, c'est raide, quoi. Donc, je pense que c'est plutôt une question de timing, quoi. C'est-à-dire de pouvoir créer cette vitesse, mais en ayant calculé le bon timing avec la vague. C'est ça qui donne la satisfaction. Parce que de la vitesse pure, tu pourrais l'avoir juste en faisant des allers-retours, tu vois. Et c'est d'ailleurs ce que quand tu fais de la race, tu fais des courses, Ouais, c'est ça tu qu'ils as du font. matos Mhm. qui est adapté pour ces vitesses-là. Mhm. Et c'est rigolo, ça va, mais bon, au bout d'un moment, moi, je trouve qu'on s'ennuie un peu, quoi. C'est-à-dire que, ouais, tu fais des allers-retours et tu essaies d'améliorer ta vitesse. C'est comme juste avoir Et un feeling. Toi, tu veux avoir ce feeling-là, un autre feeling, un autre feeling, un autre feeling. C'est comme ouais, un peu ouais, trop puis je veux simple. vraiment avoir cette surprise de comment est-ce que la vague va se présenter cette fois, parce qu'il n'y a jamais une vague pareille que l'autre, quoi. Donc, c'est un petit peu comme si tu faisais du ski ou du snowboard sur une montagne, sauf qu'il y a quelqu'un qui bouge la montagne un peu tout le temps, quoi. Et tu sais jamais quand, comment. Et malgré tout, tu vas quand même réussir à avoir une de tes meilleures descentes parce que tu essayes de calculer, d'être actif et tout ça. Tu l'as monté combien de fois, tu as fait combien de fois cette vague? George, j'y suis allée 6, 6 ou 7 fois. Ah, j'ai mon carnet. J'ai un carnet où j'écris chaque session, en fait. Donc, Nice. je dis la date, qu'est-ce qu'il y avait comme condition et qu'est-ce que j'ai fait de mal ou de bien, en fait. Ouais, 7 fois. Cette fois. Et est-ce que tu t'es déjà vautré dans cette vague? Alors, je me suis vautrée, mais j'ai réussi à pas me faire défoncer. Et j'ai réussi en fait, à nager le plus vite possible vers le channel et à plonger sous la vague. Mais mon matériel, lui, par contre, il s'est fait prendre. Et alors, quand on l'a récupéré, j'avais jamais vu ça, en fait. Le wishbone, c'est la partie que tu tiens, en fait. Ça, je peux te le montrer, j'en ai Vas-y, un. vas-y, 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 vas-y. Je venais juste Alors, de Angers. l'enlever. Ouais, voilà, c'est ça le wishbone, en fait. Ok. Tu attaches le mât, passe là-dedans, puis tu as ta voile, et Mhm. toi, tu tiens le wishbone comme ça, quoi. Ouais. Et donc, en fait, c'est en carbone, tu vois, c'est un tube de carbone. Bah, quand Ok. on l'avait récupéré, Tranché. les deux côtés là, tranché, comme si on avait pris un katana et on avait fait. Boum. Ouais, Découpé, découpé ouais. complètement. C'est du matos, ça. Ouais, le mât et la voile, tout était en petits morceaux, quoi. Et c'est drôle parce que souvent les gens, ils te disent ah, tu te fais washer à Jaws, il faut faire des apnées de ouf pour suivre. Mais en fait, bon, c'est sûr qu'il faut pouvoir retenir sa respiration sous l'eau, mais le plus gros problème, c'est plutôt le fait que
tu te prends une énorme masse d'eau sur le corps, quoi. Et donc, ça luxe les épaules, ça déboîte les genoux, ça arrache les muscles. C'est plutôt, en fait, le physical damage, quoi, qui est un problème plutôt que l'apnée en elle-même, quoi. Est-ce que ça a été fatal pour beaucoup de surfeurs, cette vague? Ouais. On n'a pas eu de mort à Jaws, knock on wood, mais il y a des grosses blessures. Il y a des grosses blessures et des concussions, traumas crâniens, puis des déchirures des ischio-jambiers, des adducteurs, des déboîtements d'épaule et de genoux, ça il y a eu, ouais. Ouais. C'est ça d'ailleurs, je pense qu'en fait, au fur et à mesure, plus je vis ici, plus en fait, j'entends ces histoires. Au début, ma première session, finalement, je connaissais pas tellement les détails des conséquences. Bien sûr que je savais que c'était une très grosse vague, c'était dangereux, mais maintenant, tu vois, j'ai passé 7 ans à Maui. Il y a des gens que je connais qui ont été blessés, quoi. Des gens que je connais, que j'ai vus ben, gérer les blessures, quoi, gérer un gros trauma crânien et plus être capable de s'équilibrer comme il faut, tu vois. Donc de voir ça te fait, en fait, tu pourrais penser que plus le temps passe, moins tu as peur, mais en fait, plus le temps passe, plus ta peur, elle grandit, quoi, parce que tu en apprends plus en plus. C'est un peu un problème. Euh, Merci en tout cas de partager ça avec nous. C'est super. Moi, je t'ai écouté, j'étais un bébé, quoi. C'est pour ça, tu sais, j'ai regardé ces images-là, des images que tu peux voir sur YouTube quand tu cherches un petit peu sur Internet. C'est phénoménal. Est-ce que tu as des images de ce que tu me disais, le blush, là où vous rentrez, où t'as-tu filmé ça? Vous avez des trucs comme ça, des images de ça? Quand vous Quand on se met garez, à vous l'eau, descendez. Ouais, ouais. euh, Ah, ça a été énorme. Regardez ça. je pense que tu le vois à la fin de Girl on Wave, tu nous Ok. vois mettre le jet ski à l'eau, mais c'est rapide quand on n'a pas des super images. Enfin, c'est des moments en fait où c'est un peu dur de filmer parce que ben Tout le ça monde fait est sur le beaucoup de bruit, qui-vive. quoi. Tout le monde Ouais, est, voilà. tout le monde fait quelque C'est chose. un petit peu en mode je m'en fous de ta caméra, tu sais. Normal, normal, normal. Alors, j'aimerais ça parler d'une des actions que tu poses et qui sont des actions inspirantes et qui font du bien à certaines communautés. On va parler de Beyond the Surface International, c'est ça? Est-ce que Ouais, tu veux nous en dire un petit peu plus, puis nous en parler un peu, s'il te plaît? ouais, carrément. En fait, donc en 2017, je voulais essayer de trouver un moyen d'avoir un petit peu plus de d'impact avec ce que je faisais, quoi. C'est-à-dire que je suis arrivée à un stade où je trouvais que c'est un peu trop moi, tout le temps, performance, blablabla. Et je voulais faire quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre, quoi. Et donc, j'avais vu beaucoup de surfeurs autour de moi, en fait, qui associaient leur surf trip avec des actions humanitaires. Mhm. Et donc, ça m'avait inspiré. Je me suis dit, oh, je pourrais faire un truc comme ça aussi. Et en fait, petit à petit, j'ai fait la rencontre de Amy qui représente Beyond the Surface International. C'est une ancienne surfeuse professionnelle en longboard et elle a monté cette ONG. Et elle a travaillé partout dans le monde en fait avec des enfants et des communautés qui vivent le long de la mer, donc souvent des communautés de pêcheurs qui gèrent les impacts du changement climatique, Ok. qui gèrent beaucoup de problèmes en fait. Et donc nous en fait, en discutant toutes les deux, on a eu beaucoup de points communs, beaucoup de choses qu'on avait envie de faire toutes les deux, et on a commencé un projet qui s'appelle Women and Water, et en collaborant avec d'autres non-profits comme Changing Tides Foundation et autres. Et donc on a créé ce programme pour soutenir the women in the water. Donc les women, en fait, on voulait pouvoir apprendre aux jeunes filles d'un petit village au Pérou à surfer. Et le Pérou, en fait, c'est parce que moi, j'avais une compétition là-bas et donc elle avait un programme qu'elle avait commencé, donc c'était un peu parfait, en fait, pour combiner les deux. Et donc, on apprend à des petites filles à surfer et c'est super spécial, en fait, pour elles parce que c'est une petite communauté un peu macho, donc il y a déjà une ONG qui donne des cours de surf gratuitement, mais en général, il n'y a que les garçons qui Qui ont ont le droit accès, de le faire. Donc, nous, on s'est focusé sur les filles et on a créé un espace un peu plus safe où il y avait, nous, des femmes qui leur donnaient des cours de surf, donc elles étaient plus à l'aise. Et puis, en parallèle, on a fait aussi, on essaye en fait de s'occuper du problème de l'eau.
qu'ils n'ont pas d'eau potable au Pérou, donc on amène des filtres et on essaie d'aider un peu avec, on travaille avec l'école locale du village, avec d'autres associations. Et là, en fait, le projet a eu lieu en 2017, 2018 et non, pardon, 2018-2019. Et on va essayer de construire une machine pour un désalinisateur, en fait. Cool. Donc, on s'est associé avec une ONG qui va nous aider à faire ça et c'est super cool, quoi. Et le fait de pouvoir revenir chaque année, c'est cool aussi parce que les filles, elles grandissent et puis elles voient qu'elles ont du potentiel, qu'il y a quelqu'un qui croit en eux, qui leur fait faire des trucs un peu originaux qu'elles n'ont pas l'habitude de faire, voilà, comme le surf ou les cours de photo aussi. On fait de la photographie avec elles, on les laisse s'exprimer. Et puis, ça nous permet aussi de découvrir leur monde au travers de leurs yeux, quoi. Donc ça, c'est un projet qui me tient énormément à cœur et ça a donné une toute autre signification à ce que je fais, en fait. Et ça a été aussi vachement, ça m'a ouvert les yeux, en fait, parce que c'est quand même un endroit assez pauvre, quoi. Et c'est de vivre là-bas aussi pendant qu'on fait le projet, où on n'a pas d'eau potable, où on n'a même pas beaucoup d'eau tout court, tu vois, pour se laver ou même utiliser les toilettes, ça. remets On le les sait, choses tu en vois, on est perspective. toujours au courant du fait qu'il y a des gens qui l'ont beaucoup plus dur que nous, mais de le vivre, d'aller le voir de plus près, d'apprendre à connaître ces gens, de les regarder dans les yeux, de parler avec eux et tout ça, ça vraiment, ça ouvre l'esprit et j'espère que aussi en continuant ma carrière, mes sponsors, ils me soutiennent dans ces projets-là. Donc, ça fait plaisir de voir que c'est quelque chose que des marques, des compagnies, des grosses boîtes veulent soutenir. Et en me soutenant moi, ça me permet de continuer des programmes comme ça aussi, quoi. Donc, c'est tout un peu donnant-donnant. J'ai l'impression qu'il y a un moment donné où quand tu fais ce que tu aimes, ça va finir par avoir un impact positif sur quelqu'un d'autre que toi-même. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce projet-là. Oh, c'est super beau. Moi, j'aime bien ça. Je vais prendre ta côte là que tu viens juste de dire. Il y a un moment donné quand ça te revient différemment, tu vas te donner ailleurs, les passions vont se mélanger. Les passions, de toute façon, comme je dis, elles sont contagieuses. Ça part dans tous les sens. Tu te retrouves à driver là, tu vas lancer dans ce petit projet-là qui devient un jour un grand projet de plus en plus gros parce que c'est quand même fou parce que ce qu'on a dit rapidement, c'est que tu es t'es quand même ta propre agente, ta propre ta propre responsable web, ta propre recherche de sponsors, ta propre coach, tes propres nutritionniste. Enfin, c'est quand même un sacré couteau suisse, quoi. Et en plus, tu continues, tu vas et tu inspires. Je trouve ça super beau, je trouve ça super inspirant. J'espère que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ils tripent autant que moi. On arrive à la fin. Moi, je pourrais te parler pendant des heures. J'ai vraiment, j'aurai deux, trois petites questions pour finir. C'est un petit peu un classique. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un moment que tu as vécu super drôle, en fait, super cocasse dans toutes ces aventures, par rapport à toi, par rapport à ton surf, par rapport à ta taille, par rapport à n'importe quoi, là, quelque chose que, je sais pas moi, que tu pourrais partager dans ta vie professionnelle de windsurfeuse qui pourrait bien nous faire rire un petit peu les éditeurs et moi. Allez, Il y a une histoire qui me vient parce qu'on parlait des galères en voyage, mais c'est peut-être pas. Ouais, c'est elle est bon, pas c'est mal, bon elle est ça aussi. rigolote quand même. Ouais, ouais, donc c'est peut-être pas lié tellement à la performance, mais ça en fait partie parce que en fait, donc j'avais la chance d'être invitée pour faire une interview sur Fox News. Donc pour moi, c'était la première fois en fait que j'ai été invitée pour une interview sur une station télé comme Crochet ça. télé. Ouais, voilà. Donc pour moi, pour le windsurf, c'était super cool, quoi. Et c'était en fait à Phoenix parce que c'est là aussi qu'on créait le documentaire Girl on Waves. Donc je devais prendre l'avion et avoir un vol, un red eye, je crois, et c'était censé être un voyage simple et facile. Et j'avais l'interview le lendemain. Et en fait, l'avion a été détourné à une faute technique et après, ils ont perdu ma valise. Enfin bref, du coup, je suis arrivée à Phoenix beaucoup plus tard que prévu, sans valise.
Et donc, j'ai dû aller à l'interview. Il n'y avait même pas assez de temps en plus pour acheter des fringues quelque part ou quoi, parce qu'on devait être au studio je sais plus, à 6 heures du matin ou un truc comme ça. C'était des heures assez matinales, quoi. Donc, et moi, j'étais arrivée à minuit, tu vois. Donc, j'ai lavé mes chaussettes dans le lavabo, puis je les ai fait sécher. Et puis voilà, je suis allée à l'interview avec mon jogging d'avion là, qui avait des taches de javel et tout ça. Et en plus, c'est la télé américaine. Donc, tu sais, les présentateurs, ils font du maquillage, mais Tout se épais clean. comme ça, quoi. Ah là là. Et moi, j'étais au milieu avec ma tête endormie et mes habits d'avion pour ma première interview sur la télé. J'étais trop injuste, quoi. Ce qui est drôle quand même, c'était que ça m'avait tellement énervée sur le moment, tu vois. Je me disais, mais c'est vraiment pas cool, quoi, que quand j'ai ma première interview, ça se passe comme ça. Et au final, ben, quand tu regardes l'interview, les photos, Ça c'est passe. génial, quoi. Ça passe bien. Ouais. Donc, voilà, conseil pour l'avenir. Si vous pensez être mal habillé pour un événement, c'est peut-être pas si grave. Ah, Ou, et- organise-toi pour avoir, comme on dit à nos nageurs, gardez vos maillots, vos combinaisons dans votre sac de voyage, dans votre ah ouais, c'est sac à vrai. main. Un petit quelque chose en bonus, des fois qu'on soit mal pris. C'est sûrement un meilleur conseil, je pense. Ouais. Et la dernière des dernières, si tu avais un conseil, si tu avais un message à faire passer à toutes ces jeunes femmes, ces personnes qui ont eu les mêmes rêves que toi et qui ont du mal à s'accomplir parce que ils vont t'écouter aujourd'hui, puis je pense qu'ils vont trouver ça, tout le monde va trouver ça très très inspirant. Toi, si tu avais un conseil à donner à ces gens-là, tu leur dirais quoi? Je dirais, ne laissez pas les gens vous inventer des mythes, des choses qui sont censées être réservées à des gens spéciaux. On a souvent ces idées rattachées à certaines études, certaines activités. C'est réservé à quelqu'un de fort, quelqu'un de grand, un homme peut-être, ou quelqu'un de super créatif et intelligent. Et on crée ces espèces de mythes comme ça. Moi, mon conseil, c'est va voir, vas-y. Mais au moins, jette un œil, tu vois, et prends la décision après avoir vu par tes propres yeux ce que c'est que ce monde, cette chose, cette activité que tu veux faire. Parce que dans la majorité des cas, en fait, tu te rends compte que c'est pas une question de est-ce que je suis spécial, est-ce que machin, c'est plutôt est-ce que ben j'ai vraiment envie de faire cette chose-là, et si j'ai vraiment envie de le faire, est-ce que je suis prête à monter les marches, suivre les étapes petit à petit, mais tout le monde au bout d'un moment est obligé de commencer par la première marche. Et donc il n'y a pas de gens vraiment spéciaux, il y a que des gens qui marchent les marches, quoi. Et donc que ce soit faire une prépa, ma spé, on m'avait toujours dit oh c'est réservé à des gens, à des génies et tout ça. Et moi je suis allée voir et je n'étais pas première de ma classe, mais je suis passée, quoi. Et pour Joss, c'est pareil, quoi. Les gens étaient là, c'est une vague géante. Des gens qui me disent, oh, moi, j'irai même pas, c'est sûr que c'est pas mon niveau, machin, tout ça. Moi, je me suis dit, je vais y aller, quoi. Et au pire, c'est quoi, si j'y vais et que je vois le truc et je me dis, c'est trop, Tu le bah, sauras. au moins, je saurai. Mais je vais y aller et je veux voir par mes propres yeux. Donc voilà, ne laissez pas les gens créer des mythes avec toutes ces choses dans la vie que vous avez envie de faire. Allez voir par vous-même, faites la première step, la première marche. Et puis après, si ça ne vous plaît pas et que vous n'avez pas envie de le faire, il n'y a pas de problème. Tu fais pas. Mais au moins, laisse pas les gens décider pour toi. Ah, bah c'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Guys, c'était vraiment super sympa. Dernier petit bout de la fin, un petit peu de pub pour Roll de Toll quand même. Souvenez-vous qu'on aime bien avoir vos abonnements, vos thumbs up, vos thumbs down, vos commentaires, s'il vous plaît. Vous les commentez, posez des questions, lâchez-vous, avoir des idées sur les prochains invités. Vous pouvez nous suggérer ça, il n'y a aucun problème. Sarah, je te remercie beaucoup. C'était génial, vraiment cool d'avoir pu vivre ça aujourd'hui. Ça me donne le goût d'inviter d'autres windsurfers, d'autres surfeurs et continuer à explorer ça. Et même d'en garder un peu pour l'hiver parce qu'ici, il fait un peu froid. Si l'hiver, je peux envoyer quelques belles interviews ensoleillées, ça peut le faire aussi.
Vraiment. Merci beaucoup. Continue ce que tu fais. Tu es super inspirante. Tu es vraiment une très, très belle histoire. Puis, je te dis pas merde pour la suite parce que la merde, c'était en arrière. Maintenant on continue à avancer. Donc, je te laisse conclure et je te remercie beaucoup. Ouais, bah, merci à toi aussi. C'est super sympa de pouvoir parler ouvertement comme ça, sans se dire est-ce qu'on est appropriate ou not appropriate. Mais non, ouais, de pouvoir juste catcher. Je pense que c'est rare aussi pour moi de faire des interviews en français. Et même si maintenant j'ai un petit peu d'accent, c'est quand même ma langue natale et ça me permet vraiment de dire ce que j'ai au fond du cœur. Donc ça m'a fait super plaisir de pouvoir partager et j'espère que bah, les gens ont pu s'identifier un petit peu dans mes récits, dans mes histoires et se sentir un peu plus motivés d'aller attaquer la vie, quoi. Merci beaucoup, Sarah. Bonne continuation. C'était Hold the Talk numéro 19 déjà. Merci beaucoup et à très bientôt. Allez, bonne soirée. Au revoir.